Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre que je refais qui porte sur la théorie des ensembles. Alors c'est vaste, c'est assez compliqué, assez méconnu. On a besoin de faire un petit peu de logique. Je ne vais pas rentrer à fond dans les détails. Alors tout ça, ça date de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, à un moment où, déjà depuis un siècle ou deux, les objets mathématiques sont compliqués, sont très nombreux, de plus en plus compliqués, où chacun écrit un petit peu, pas n'importe quoi bien sûr, de son côté, mais écrit des tas de choses, et il faut faire un petit peu le ménage et donner des règles. Un petit peu comme avait essayé de le faire Euclide en son temps. Alors, on parle de qui? Là, on parle des mathématiciens Cantor, Hilbert, Russell, Zermelo, Frankel, Peano, Gödel et d'autres. Donc, il faut établir les bases pour faire des mathématiques, j'allais dire sérieusement. Première tentative, Euclide, avec ses axiomes. Il établit aussi ce que c'est qu'une démonstration, des théorèmes. Hilbert va faire un petit peu la même chose et résoudre les problèmes liés à l'infini. Par exemple, celui du paradoxe de Russell dont on va parler tout à l'heure. Tous parlent de la même chose, ils partent de la même chose, c'est-à-dire de la notion d'ensemble. C'est-à-dire de collection d'objets qui possèdent des propriétés communes. Par exemple, les anneaux, les groupes, les espaces vectoriels, etc. Leur permettant de faire des opérations. Alors, dans la théorie naïve, toute collection d'objets est un ensemble. Il y a des éléments qui appartiennent à des ensembles et on comprend bien ce que ça veut dire. Un élément est dans un ensemble. Russell met en évidence un problème, la collection E de tous les ensembles n'est pas un ensemble. En effet, supposons qu'elle le soit, si on prend A, l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas, ce qu'on écrit comme ça, l'ensemble des X appartenant à E tel que X n'appartient pas à X, il n'est pas vide. Il n'est pas vide parce que, on en reparlera un petit peu plus loin, il existe un ensemble vide, et cet ensemble vide, personne n'appartient à l'ensemble vide. Donc vide n'appartient pas à vide. Ce qui veut dire que vide appartiendrait à A. Donc il n'est pas vide. Alors A, donc il existe en gros. A doit appartenir à E. Si A appartient à A, alors il vérifie A appartient à E, je remplace X par A, et A n'appartient pas à A. C'est un problème ça, parce qu'il appartient à A. Donc il n'appartient pas à A. Mais alors s'il n'appartient pas à A, comme il appartient à E, il va appartenir à A. Donc là on a un gros problème. Et ça vient du fait que l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas. Donc premier problème. Alors, que certains rapprochent du paradoxe du barbier, mais le paradoxe du barbier, c'est pas vraiment un paradoxe. C'est à la même époque. Dans un village, il y a un barbier qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Existe-t-il en gros? S'il se rase, alors il ne se rase pas, et s'il ne se rase pas, il va être rasé par le barbier, c'est-à-dire il se rase. D'accord? Donc en fait, il n'existe pas. C'est pas vraiment un paradoxe. Voilà. Donc on sent bien qu'il faut mettre des choses dans l'ordre. Alors c'est ce qu'on va faire avec la théorie des ensembles. Bon, il n'y a qu'un problème, j'en parlerai à la fin. Un des problèmes de ce système qu'on appelle de Zermelo-Frankel, parce que c'est les deux mathématiciens qui l'ont créé principalement, c'est d'admettre l'existence de ce symbole d'appartenance sans dire vraiment, sans donner vraiment sa définition. Il y a des ensembles qui appartiennent à des ensembles. Préalable à cette théorie, on a des propositions qui sont vraies ou fausses, des connecteurs logiques, j'aurais pu mettre un S, ou des contre, et ou non entraîne équivalent. Des quantificateurs, ça j'aurais pu mettre aussi, il existe, quel que soit, des tables de vérité, des variables, des règles de raisonnement, des raisonnements par l'absurde, par contre-exemple, contraposition, récurrence, etc. On a des constantes, des relations, des variables, je ne sais pas si je l'ai dit, on a des fonctions. Et à partir de tout ça, on construit un nombre minimal d'axiomes, comme Euclide, pour travailler.
Donc cette base d'axiomes, qui n'est plus contestée aujourd'hui, elle l'a été au début du XXe siècle, c'est le système de Zermelo-Fraenkel, ZF. L'axiome du choix a mis du temps à être admis. Parce qu'on a en gros 7 ou 8 axiomes, et ce qu'il fallait rajouter celui-là, l'axiome du choix, c'est un axiome qui dit que quand on a devant soi je schématise bien sûr, une affinité d'ensemble, est-ce qu'on peut prendre un élément dans chacun? Alors, l'axiome du temps, donc il a mis du temps à être admis. Gödel a prouvé que si le système de Zermelo-Fraenkel est cohérent, c'est-à-dire s'il n'y a pas de contradiction, alors on ne peut pas prouver que l'axiome du choix est faux. Et Cohen a prouvé qu'on ne peut pas démontrer cet axiome du choix. D'accord? Alors, cet axiome du choix est très pratique parce que c'est lui, par exemple, qui permet de dire que tout espace vectoriel, de dimension infinie ou pas, admet une base. Toutes les questions posées sont liées à l'infini. Par exemple, l'hypothèse du continu posée par Hilbert. Existe-t-il une partie infinie de R qui ne soit équipotent ni à Q, c'est-à-dire ni à N, parce que Q et N sont équipotents. En gros, ça veut dire qu'on peut compter les éléments de la même façon dans Q et dans N. Q est dénombrable. Ni à R. Eh bien, Cohen prouve qu'avec le système d'axiomes de Zermelo-Fraenkel, ce système ne permet pas de répondre à cette question. D'accord? Avec qu'on ait ou qu'on n'ait pas l'axiome du choix. Et Gödel démontre que l'hypothèse du continu est indécidable. On ne peut pas la prouver ou prouver le contraire. Un des problèmes donc de Zermelo-Fraenkel, je l'ai dit, c'est ça. Voilà. Bon, s'il n'y avait pas d'ensemble infini, notamment s'il n'y avait pas d'ensemble infini non dénombrable, on pourrait bâtir une théorie naïve beaucoup plus simple. D'accord? Mais ça n'est pas le cas. Proposition. Alors nous, on a affaire à des propositions mathématiques. C'est un énoncé qui est soit vrai, soit faux. Et il n'y a pas d'alternative. D'accord? Il n'est pas vrai et faux en même temps. Ça, c'est impossible. Il existe des énoncés qui sont ni vrais ni faux. Par exemple, la phrase que me dit Albert, je mens. Albert qui est en face de moi, il me dit je mens. Je ne sais pas si sa phrase est vraie. Je suis bien incapable de savoir si sa phrase est vraie ou fausse. Si c'est vrai, il ment, donc la phrase je mens est fausse, donc il ne ment pas. Si c'est faux, ben, il ne ment pas, donc la phrase je mens est vraie, donc il ment. Donc on voit qu'il y a bien une contradiction. Table de vérité d'une proposition, bon, si P est vrai, nous on écrira toujours vrai, faux, V, F. Mais on peut remplacer ça parfois par 1 et 0. Bon, mais nous on ne va pas faire de la logique à fond la caisse. Négation logique de P, c'est non P, ou P bar. Donc c'est vrai quand P est faux, faux quand P est vrai. Donc là, c'est faux, là, c'est vrai. Alors évidemment, le contraire du contraire de P, bah, c'est P. C'est la même chose. Donc c'est ça. D'accord? Parce que le contraire de faux, c'est vrai. Le contraire de vrai, c'est faux. Connecteur logique ou, noté comme ça, si P et Q sont deux propositions, P ou Q une proposition qui est vraie si P est vrai ou Q est vrai. Donc en fait c'est faux que quand P et Q sont faux en même temps. Et le connecteur logique P, lui, il est vrai que si P et Q sont vrais en même temps. D'accord? Elle est fausse donc si P est faux ou Q est faux. Donc ça nous donne ça. Tous les cas possibles pour P et Q. P ou Q, bah là c'est vrai, 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 et là c'est faux. P et Q, ben là, les deux sont vrais, donc c'est vrai. Partout ailleurs, c'est faux. Alors, on peut regarder le contraire de P ou Q. Donc, faux, 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 vrai. Le contraire de P et Q, faux, vrai, vrai, vrai. P bar. Alors, P bar, c'est bien ça, c'est le contraire, là. Q bar. Alors, P bar ou Q bar. Ben là, c'est faux, vrai, vrai, vrai. J'obtiens la même chose que ça. Et P bar et Q bar, là ça va être faux, parce que là ça va être faux, faux, et là c'est vrai. Et là j'obtiens exactement la même chose que là. Autrement dit, le contraire de P et ou Q, bah, c'est pareil, ça signifie la même chose, c'est équivalent si on veut, à P bar et Q bar. Et le contraire de P et Q,
c'est équivalent à P bar ou Q bar. Je ne dis pas égal parce que les phrases ne sont pas les mêmes, d'accord? Mais elles ont la même table de vérité. Voilà. Elles sont vraies en même temps, fausses en même temps. Implication logique, P implique Q, signifie que P est faux ou les deux sont vrais. Alors, ça donne quoi ça? Toujours pareil. Donc P est faux, ça fait ça. Les deux sont P et Q, vrai, toujours faux autrement. Et maintenant, ça ou ça. Ben là c'est vrai, là c'est faux, là c'est vrai, là c'est vrai. Je remarque que c'est pareil que P bar ou Q. Parce que si je fais P bar ou Q, là c'est vrai, là c'est faux, les deux sont faux, là c'est vrai, là c'est vrai. Donc en fait, P implique Q, c'est P bar ou Q. D'accord? Alors le contraire, son contraire, ça va être donc le contraire de P bar, c'est-à-dire P, ou le contraire de Q. D'accord? P implique Q est fausse, donc quand P est vrai et Q est faux. Alors, cette phrase-là, elle est vraie parce que ça c'est faux. Dans les deux cas, c'est vrai. Alors attention, là c'est vrai, mais là c'est faux. Il faudrait que ça implique ça. Donc il faudrait que ça soit vrai. Ça ne l'est pas. Donc elle est fausse. Et puis celle-là, alors celle-là, 3 supérieur à 1, est vraie. Et ça c'est vrai aussi. Cette phrase-là, cette implication-là est vraie. Cette implication-là est vraie, celle-là aussi, celle-là est fausse, et celle-là est vraie. Équivalence. On dit qu'une proposition P est équivalente à une proposition Q si P implique Q et Q implique P. Mais on pourrait dire autrement, on pourrait dire aussi que si P et Q sont vrais en même temps, ou P et Q sont fausses en même temps. Alors on peut vérifier que ces deux tables de vérité là sont bien les mêmes. Donc, truc classique, P implique Q, on sait que c'est faux quand P est vrai et Q est faux, et dans le reste des cas, c'est vrai. Pour Q implique P, ben, de même, hein, c'est-à-dire que c'est faux quand Q est vrai et P est faux, Q est vrai et P est faux, là c'est faux, ailleurs c'est vrai. Bon, eh bien si je prends celle-là, P et Q sont vrais en même temps, alors ici, P et Q sont vrais en même temps, donc ça va être vrai. Ici, P et Q sont faux en même temps, donc ça va être vrai aussi. Dans les autres cas, P et Q, bah, c'est faux, et P bar et Q bar aussi c'est faux. Donc ça sera faux. Et donc je vois que j'ai la même table de vérité. D'où le résultat. Alors, la réciproque de P implique Q, ça c'est une définition, c'est l'implication Q impliquée. Elles ne sont en général pas équivalentes car leurs tables de vérité ne sont pas les mêmes. Mais dire P implique Q, ça revient à dire, c'est équivalent, à dire que Q bar, le contraire de Q, implique le contraire de P. Et ça s'appelle la contraposée de P inter Q. Elle a la même valeur que ça. C'est-à-dire, elles ont toutes les deux la valeur 1 en même temps, ou la valeur 0 en même temps. On a aussi P équivalent à Q, qui est équivalent à P bar équivalent à Q bar. Remarque, pour la démonstration qui va suivre, quelles que soient les propositions P et Q, il n'y a que mutativité, et ça c'est évident. P et Q, c'est pareil que Q et P, P ou Q, c'est pareil que Q ou P. Alors si je prends P implique Q, c'est pareil que P bar ou Q. Donc, Q bar implique P bar, ça va être pareil que contraire de Q bar, c'est-à-dire Q, ou P bar. Et là, je vois bien que c'est la même chose. Donc ça, donc c'est la même chose. Voilà. Alors maintenant, P bar équivalent à Q bar,
c'est quoi? C'est ça ou ça. Et ça nous donne ça, évidemment, ou P et Q. D'accord? Donc, c'est bien P équivalent à Q, puisque P équivalent à Q, c'est ça. Voilà. Remarque, les implications sont les outils principaux de nos futures démonstrations, donc les outils principaux des mathématiciens, à partir des axiomes, donc ça sera le fondement de la théorie, qui sont admis et vrais. On démontre à l'aide, là j'ai mis à l'air, c'est à l'aide d'applications, on démontre les théorèmes qui sont donc vrais, eux-mêmes utilisés pour démontrer d'autres propositions. Axiome implique théorème, hypothèse plus théorème implique proposition. C'est-à-dire que ça c'est vrai, donc ça c'est vrai, d'accord? Et puisque ça c'est vrai, ça c'est obligé d'être vrai, si l'implication est vraie. D'accord? Et parce que cette implication, quand P est vrai, cette implication est vraie que si ça c'est vrai. Et là c'est pareil. La proposition, si ça c'est vrai, et les théorèmes sont toujours vrais, si les hypothèses sont vraies, donc ici on a quelque chose de vrai, l'implication, la façon de raisonner étant bonne, étant vraie, ça doit être vrai. Raisonnement par l'absurde, on a des hypothèses H et on veut démontrer une proposition P. Au lieu de prouver que P est vrai, on suppose que P est fausse. Et on aboutit à une contradiction avec les hypothèses. C'est-à-dire qu'on prouve en réalité que si P est fausse, alors les hypothèses sont fausses. On prouve que cette implication-là est vraie. Donc, évidemment, comme les hypothèses sont bonnes, c'est pas possible. Donc, comme P bar implique H bar est équivalent à H implique P, on en déduit que H implique P est vrai. Comme H est vrai, on en déduit que P est vrai. Sinon, P implique Q serait faux, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Remarque, P et P, c'est pareil que P. P c'est pareil que P. Bon, ça, on prend l'étape de vérité. En fait, ce qu'on a noté comme ça tout à l'heure, c'est exactement ça. Dire que P a le même sens que Q, que P et Q sont équivalents, c'est dire que P et Q ont la même table de vérité. D'accord? P équivalent à Q égale P et Q, où P bar et Q bar signifie que P et Q sont vrais en même temps, ou que P et Q sont faux en même temps. Donc P et Q ont les mêmes tables de vérité. Ce qui veut bien dire que P est équivalent à Q au sens qu'on avait donné tout à l'heure. On peut donc écrire que ça c'est équivalent à ça, puisqu'elles ont la même table de vérité, et que ça c'est équivalent à ça. Remarque, alors avant de faire cette remarque, j'en fais une autre. Les implications et les équivalences sont en fait elles-mêmes des propositions. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est une proposition. Ça, c'est une proposition. Quand j'écris P implique Q, P implique Q est soit vraie, soit fausse. Elle est vraie si P est faux ou Q est vrai. D'accord? Mais c'est une phrase en fait. C'est une phrase, c'est un énoncé qui est vrai ou faux. Remarque, si P est vrai et que P implique Q est vrai, alors Q est vrai. Car P bar ou Q est vrai, puisque Q est vrai, et P bar est faux. Donc forcément, pour que il faut que Q soit vrai pour avoir P bar ou Q vrai, puisque je sais que P bar que P est vrai. Donc P bar est faux. Donc, pour que ça soit vrai, il faut absolument que Q soit vrai. Si P et Q est vrai, alors P et Q ou P bar et Q bar est vrai. Donc P implique Q est vrai. Donc pour démontrer que cette implication est vraie, on peut supposer P vrai et montrer que Q est vrai. Car on aura alors P est faux, ou bien, donc si P est vrai,
Q sera vrai aussi, donc P et Q est vrai. Donc cette implication est vraie. Avec l'étape de vérité, P, on a toutes les équivalences que j'ai écrites ici. Elles sont à peu presque toutes évidentes d'ailleurs. 1 et 2 sont évidentes, je ne les fais pas. Celle-là, P et Q est vrai, et Q et R sont vrais quand P est vrai et quand Q et R sont vrais. Mais Q et R est vrai quand Q est vrai et R est vrai. Idem pour P et Q et R. P ou Q ou R est vrai si P est vrai ou si Q ou R est vrai. Ce qui veut dire si P est vrai ou Q est vrai ou R est vrai. D'accord? Donc ça veut dire ça. P et Q ou R est vrai si P est vrai ou Q ou R est vrai. Donc si P est vrai ou Q est vrai, d'accord? Et Q est vrai, pardon. Ou si P est vrai et R est vrai. En fait, tout ça, c'est du français. Hein. 6, idem, c'est la logique, quoi. 7. Si, donc ça veut dire qu'elles ont les mêmes tables de vérité. Si P et Q est vrai, alors P est vrai. Oui, ça c'est évident. Si P et Q est vrai, donc ça veut bien dire que l'implication est vraie. Parce que si ça c'est vrai, ça c'est vrai. 7, je suis dans 8 là. Supposons que ça soit vrai. D'accord? On doit montrer que ça c'est vrai. On suppose donc que P est vrai. Si P est vrai, comme celle-là est vraie, Q est vrai. Et comme celle-là est vraie, R est vrai. Donc, si P est vrai, R est vrai. On a donc démontré que P implique R est vrai. Le quantificateur universel, si P de x est une proposition qui dépend d'un objet x, quel que soit x, P de x est vrai. Qui signifie donc... Alors, ça s'écrit comme ça. P de x est toujours vrai, quel que soit l'objet x. Alors, on le précise souvent, cet objet x. C'est un objet qui vérifie quelque chose. Et ça, c'est dans la proposition. Quantificateur existentiel, il existe un x tel que P de x est vrai. Mais peut en exister plusieurs. Alors, il y en a un deuxième qui dit il existe un unique x tel que P de x est vrai. Alors, le contraire de quel que soit x, P de x est vrai, c'est évidemment, on trouve un x tel que P de x est faux. Le contraire de il existe x tel que P de x est vrai, c'est quel que soit x, P est faux. Le contraire d'il existe un unique x tel que P de x est vrai, le contraire, ça va être que soit P de x est toujours faux, donc quel que soit x, d'accord, soit c'est pas le cas. Et soit c'est pas le cas, ça veut dire qu'il existe un élément, mais pas un seul. Il existe deux éléments au moins, deux objets différents, on va parler de la différence tout de suite, tels que P de A est vrai et P de B est vrai. Remarque qu'un énoncé ayant un argument x, noté E de x, est parfois appelé une collection, pour désigner en fait tous les x qui vérifient E de x. Relation, c'est un énoncé ayant au moins deux arguments. S'il n'y en a que deux, on le note R de xy. Par exemple, la propriété qui dit que x est en relation avec y si x est inférieur à y. Égalité, c'est un symbole qui exprime que deux objets sont identiques, x égale y. Le contraire se note x différent de y. Le contraire de x égale y, c'est x différent de y. La proposition quel que soit x, x est égal à x est vraie, la flexibilité. Les propositions x égale y et y égale x sont équivalentes. C'est évident parce que s'il y a ça, x et y sont identiques, donc y et x aussi. X égale y et y égale x implique x égale z. Car x, y, z sont identiques. Bon, effectivement, si on suppose ça vrai, x est identique à y et y est identique à z, donc x est identique à z. Axiome 1, enfin. Il existe au moins un ensemble. Parce que sinon on ne pourra rien faire.
Dans la théorie des ensembles, tous les objets sont des ensembles. Il existe une relation binaire EXY entre deux ensembles. Appartient à XY, je veux dire, entre deux ensembles X et Y. C'est la relation d'appartenance, mais on ne l'écrit pas comme ça. On va l'écrire comme ça. X appartient à Y. L'ensemble X appartient à l'ensemble Y. Soit elle est fausse, alors soit elle est vraie, donc on note comme ça, soit elle est fausse et on note comme ça. On ne cherche pas, et on dit n'appartient pas. On ne cherche pas à définir ce qu'est un ensemble, et on ne cherche pas non plus à définir le sens de X appartient à Y. X est un élément de Y. Alors il faut se méfier quand on dit ça, parce qu'on a l'impression que le statut de X et de Y sont différents, mais X est aussi un ensemble. Mais on a en tête que deux ensembles A et B sont égaux si leurs éléments sont les mêmes. A égale B si et seulement si, quel que soit X, X appartient à A équivaut à X appartient à B. C'est l'axiome 2, qu'on appelle l'axiome d'extensionnalité. Deux ensembles A et B sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes éléments. Donc, quel que soit l'ensemble A, quel que soit l'ensemble B, A est égal à B si et seulement si, quel que soit X, quel que soit l'ensemble X, X appartient à A équivaut à X appartient à B. Axiome 3, l'axiome de la réunion. Pour tout ensemble A, il existe un ensemble B dont les éléments sont les éléments des éléments de A. Quel que soit l'ensemble A, il existe un ensemble B tel que quel que soit T, T appartient à B, si et seulement s'il existe X, X appartenant à A, tel que T, donc et T appartient à X. Alors il est unique, et on le note union A, ou union des X pour X appartenant à A. Et il est égal, donc, j'aurais écrit ça, il est égal à la collection des ensembles T. Hein, c'est ce que je disais ici, là. Voilà. Qui vérifie, il existe X appartenant à A, T appartenant à X. T appartient à un élément de A. L'unicité, supposons qu'il y ait B', alors T appartient à B', si et seulement si, il vérifie ça. Donc ça équivaut à dire que T appartient à B, donc B égale B'. Voilà. Inclusion. L'ensemble A est inclus dans l'ensemble B si tout élément de A est un élément de B. Notation comme ça. On dit que A est une partie de B. A est donc inclus dans B si et seulement si, quel que soit T, T appartenant à A, implique T appartient à B. J'exprime là le fait que tout élément de A est un élément de B. Inclusion stricte, A inclus dans B si et seulement si A, alors inclus strictement, si et seulement si A est inclus dans B et que A est différent de B. Donc A inclus dans B implique que A est inclus, enfin A inclus strictement implique que A est inclus dans B. Si deux ensembles A et B, alors A égale B équivaut à A inclus dans B et B inclus dans A. Démonstration A égale B, c'est équivaut à quel que soit T, T appartient à A équivaut à T appartient à B. Donc A égale B équivaut à quel que soit T, T appartient à A implique T appartient à B, ça c'est A inclus dans B, et T appartient à B implique T appartient à A, ça c'est B inclus dans A. Donc ça fait ça. Pour tout ensemble A, A est égal à A, donc A est évidemment inclus dans A. Tout élément de T appartenant à A appartient à A. Deux ensembles A et B, A différent de B, si et seulement s'il existe T tel que T appartient à A et T n'appartient pas à B, ou T appartient à B et T n'appartient pas à A. J'aurais dû le mettre avant ça. En effet, A égale B équivaut à quel que soit T, T appartient à A équivaut à T appartient à B. Alors on sait que le contraire de P équivalent à Q, c'est quoi? C'est P est vrai et Q est faux, ou P est vrai, P est faux et Q est vrai. Donc ici, le contraire de ça, ça va être il existe T, tel que ça c'est faux, autrement dit, T appartient à A et T n'appartient pas à B, ça c'est P et Q bar, et puis il y a le contraire, c'est-à-dire P bar et Q, donc T n'appartient pas à A et T appartient à B. Voilà. D'où le résultat. Deux ensembles A et B, A est inclus dans B si et seulement si A, enfin A inclus strictement dans B
équivaut à A est inclus dans B, et il existe T, tel que T appartient à B et T n'appartient pas à A. Démonstration. Supposons que A soit inclus dans B. Alors, on a ça et ça. Et comme on a ça, il existe T, tel que on est ça ou ça. Et ça, on ne peut pas l'avoir, parce que T appartient à A implique T appartient à B, vu que A est inclus dans B. D'accord? Donc ça, c'est faux. Donc cette phrase-là, elle signifie que ça, c'est vrai. Donc A inclus dans B, et il existe T, T appartenant à B, et T n'appartient pas à A. Voilà. Donc ça implique ça. Maintenant, la réciproque, elle est évidente, parce que si on a ça, et il existe T, tel que T appartient à B, et T n'appartient pas à A, alors évidemment, A est inclus dans B, et A est différent de B à cause de ça. Hein, parce que sinon, T appartient à B implique que T appartient à A. Deux ensembles A et B, tels que tout élément T de A est une partie de B. Quel que soit T, si T appartient à A, alors T est inclus dans B. Alors l'union des A est inclus dans B. Démonstration, soit T appartenant à l'union des A. Par définition de ça, il existe X appartenant à A, et T, et il existe X tel que X appartient à A et T appartient à X. Mais X appartient à A. Donc X est inclus dans B. D'accord? Donc si T appartient donc T appartient, et comme T appartient à X, ben, T va appartenir à B, puisqu'il y a cette inclusion. Donc je vois qu'à chaque fois que T appartient à UA, T appartient à B. Donc ça veut dire que UA est bien inclus dans B. Axiome 4, c'est l'axiome de l'ensemble des parties d'un ensemble. Si A est un ensemble, il existe un ensemble B dont les éléments sont les parties de A. Cet ensemble est unique, on le note P de A. Quel que soit un ensemble, il existe un ensemble caractérisé par T appartient à B équivaut à T inclus dans A. Unicité, si on a un ensemble B' qui vérifie la même chose, T appartient à B' équivaut à ça, équivaut à T appartient à B, donc B' est égal à B, d'après l'axiome d'extensionnalité. Pour tout ensemble A appartient à P de A, ben c'est évident parce que A est une partie de A. Énoncé à paramètres, tout énoncé de la forme EXU, où X est une variable libre, et U, un ensemble de paramètres, une liste de paramètres, qui n'ont rien à voir avec X. Énoncé fonctionnel à paramètres, il y a deux variables libres, et la condition EXYU égale EXY' implique Y est égal à Y'. Alors très important, l'axiome 5, l'axiome de schéma d'axiome, alors c'est le schéma, on appelle ça schéma d'axiome, au pluriel d'ailleurs, de substitution ou de séparation. Pour tout ensemble A et tout énoncé fonctionnel à paramètres EXYU, la collection BY qui dit que Y appartient est dans la collection si il existe X appartenant à A et EXYU, eh bien ça c'est un ensemble. Il y a unicité de cet ensemble, parce que si B' vérifiait les mêmes conditions que B, alors Y appartient à B' équivaut à ça, équivaut à Y appartient à B, donc B' égale B d'après l'axiome d'extensionnalité, toujours la même chose, d'accord? Voilà, donc cette collection-là est un ensemble, mais il faut que ça soit un ensemble, et que E soit un énoncé fonctionnel. Théorème de séparation, théorème cette fois-ci, soit un énoncé à paramètres EXU et un ensemble A. Alors la collection BX, qui est formée des X appartenant à A, c'est cette condition qui est importante, et EXU est un ensemble, et B est inclus dans A. Alors B est inclus dans A tout simplement parce que si X, là, dans la définition de B, on a X appartient à B, qui implique que X appartient à A. D'accord? Donc on a bien B qui est inclus dans A. Voilà. Alors, soit l'énoncé f de XYU, qui dit que
x est égal à y et e, y, u, il est fonctionnel parce que si on a ça, alors on va avoir x égale y et x égale y', donc y égale y'. Soit c'est la collection des y pour lesquels il existe x appartenant à et f de x, y, u, donc f est fonctionnel, donc d'après l'axiome de séparation, ça c'est un ensemble. C'est un ensemble, donc l'ensemble C. Dire que y appartient à C, ça équivaut à dire qu'il existe x appartenant à A et ça, c'est-à-dire x égale y et e, y, u. Ce qui équivaut tout simplement, on voit bien que le y sert à rien, là on remplace directement ça par e, x, u. Il existe x appartient à A et e, x, u. Et ça correspond exactement à la collection à laquelle je m'intéressais. Donc cette collection B est bien l'ensemble, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait B est même égal à C. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout élément de B appartient à A, donc B est inclus dans A. Axiome 4, c'est l'axiome de l'ensemble des parties d'un ensemble. Si A est un ensemble, il existe un ensemble B dont les éléments sont les parties de A. Cet ensemble est unique, on le note P de A. Quel que soit un ensemble, il existe un ensemble caractérisé par T appartient à B qui vaut à T inclus dans A. Unicité, si on a un ensemble B' qui vérifie la même chose, T appartient à B' équivaut à ça, équivaut à T appartient à B, donc B' est égal à B, d'après l'axiome d'extensionnalité. Pour tout ensemble A appartient à P de A, ben c'est évident parce que A est une partie de A. Énoncé à paramètres, tout énoncé de la forme E, X, U, où X est une variable libre et U, un ensemble de paramètres, une liste de paramètres, qui n'ont rien à voir avec X. Énoncé fonctionnel à paramètres, il y a deux variables libres et la condition E, X, Y, U égale E, X, Y', U implique Y est égal à Y'. Alors, très important, l'axiome 5, l'axiome de schéma d'axiome. Alors, c'est le schéma, on appelle ça schéma d'axiome, au pluriel d'ailleurs, de substitution ou de séparation. Pour tout ensemble A et tout énoncé fonctionnel à paramètres E, X, Y, U, la collection BY qui dit que Y appartient est dans la collection si il existe X appartenant à A et E, X, Y, U, eh bien ça c'est un ensemble. Il y a unicité de cet ensemble, parce que si B' vérifiait les mêmes conditions que B, alors Y appartient à B' équivaut à ça, équivaut à Y appartient à B, donc B' égale B, d'après l'axiome d'extensionnalité, toujours la même chose, d'accord? Voilà, donc cette collection-là est un ensemble, mais il faut que ça soit un ensemble, et que E soit un énoncé fonctionnel. Théorème de séparation, théorème cette fois-ci, soit un énoncé à paramètres E, X, U et un ensemble A. Alors la collection BX, qui est formée des X appartenant à A, c'est cette condition qui est importante, et E, X, U est un ensemble et B est inclus dans A. Alors B est inclus dans A tout simplement parce que si X, là, dans la définition de B, on a X appartient à B qui implique que X appartient à A. D'accord? Donc on a bien B qui est inclus dans A. Voilà. Alors, soit l'énoncé f de x, y, u, qui dit que x est égal à y et e, y, u, il est fonctionnel parce que si on a ça, alors on va avoir x égale y et x égale y', donc y égale y'. Soit c'est la collection des y pour lesquels il existe x appartenant à A et f de x, y, u, donc f est fonctionnel, donc d'après l'axiome de séparation, ça c'est un ensemble. C'est un ensemble, donc l'ensemble C. Dire que y appartient à C, ça équivaut à dire qu'il existe x appartenant à A, et ça, c'est-à-dire x égale y et e, y, u. Ce qui équivaut tout simplement, on voit bien que le y sert à rien, là on remplace directement ça par e, x, u. Il existe x appartient à A et e, x, u. Et ça correspond exactement à la collection
à laquelle je m'intéressais. Donc cette collection B est bien l'ensemble, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait B est même égal à C. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout élément de B appartient à A, donc B est inclus dans A. Un rappel très important, parce que parfois on l'oublie, les objets de la théorie des ensembles sont essentiellement des ensembles. Quand on écrit ça, X appartient à Y, ça suppose que X est un ensemble et que Y est un ensemble. Et j'insiste, l'élément est aussi un ensemble. Tous les deux sont des ensembles car la relation d'appartenance opère entre deux ensembles. Une deuxième remarque, pour démontrer que A est inclus dans B, il faut bien comprendre qu'ici c'est un ensemble. Et ça c'est un ensemble aussi. Mais il faut d'abord s'assurer que B est un ensemble et surtout que A est un ensemble. Il faut s'assurer que A est un ensemble. Donc ça, il faut d'abord le démontrer que c'est un ensemble. Puis, alors parfois c'est simultanément, puis on démontre que à chaque fois que T appartient à A, alors T appartient à B. Puis on conclut A est inclus dans B. Mais le théorème de séparation qu'on a vu assure, si A est un ensemble, que la collection T appartenant à A vérifiant une condition P de T est un ensemble C. Donc là, elle nous dit que c'est un ensemble, et en même temps, ce qu'il y a dedans ici, T appartient à A, d'accord, nous dit que ça veut dire que les éléments de C sont tous des éléments de A. Et donc, elle nous assure en plus que C est inclus dans A. Donc, quand un ensemble est construit de cette façon-là, parce que ça sert à construire un ensemble, d'office, on sait que c'est un ensemble et qu'il est inclus dans A. D'accord? On a simultanément l'ensemble et l'inclusion. Le paradoxe de Russell, on a déjà parlé du mathématicien anglais Russell du 19e siècle, enfin, on a parlé de son paradoxe. Donc, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la logique, au fondement des mathématiques. La collection B de X des ensembles X vérifiant X n'appartient pas à X n'est pas un ensemble. Ça, c'est pas un ensemble. À noter que quand on écrit ça, ça veut forcément dire que X est un ensemble. C'est pas la peine de le préciser. Démonstration. Sinon, si cette collection B, si B était un ensemble, eh bien, soit B appartient à B, soit B n'appartient pas à B. D'accord? Et alors, si B appartient à B, ça veut dire que B n'appartient pas à B. Donc on a une contradiction. B appartient à B implique B n'appartient pas à B. P applique le contraire de P. Et si P n'appartient pas à B, il vérifie ça, donc il appartient à B. Donc là, même contradiction du même type. D'où le résultat, c'est-à-dire qu'on a mal supposé, donc que B n'est pas un ensemble. La collection de tous les ensembles n'est elle-même pas un ensemble. L'ensemble des ensembles donc n'existe pas. Supposons que la collection U de tous les ensembles soit un ensemble. On considère l'énoncé P de X qui dit X n'appartient pas à X. Ça veut dire que X est un ensemble. C'est le même énoncé que de dire X appartient à U et X n'appartient pas à X. D'accord? Parce que cet énoncé-là, X n'appartient pas à X, ça veut dire que X est un ensemble. Donc, c'est sous-entendu ça. Voilà. Le théorème de réparation nous dit que B de X, qui est la collection des X vérifiant P de X, qui est la collection des X, oui, c'est ça. Mais la collection des X vérifiant P de X, on vient de voir, c'est la collection des X appartenant à U vérifiant X n'appartient pas à X. Et ça, on sait que c'est un ensemble. Donc, ça veut dire que ça, c'est un ensemble. Ce qui est faux d'après ce que j'ai vu précédemment. L'ensemble vide. Il existe un unique ensemble n'ayant aucun élément. On le note comme ça. Donc, quel que soit X, X appartient à un vide est faux. D'accord? Il est caractérisé par quel que soit X, X appartient à un vide équivaut à X différent de vide. Démonstration, soit P de X l'énoncé X différent de X. Bon. Alors ça, c'est pas un énoncé qui dit que X est un ensemble. On sait qu'il existe un ensemble A. Il existe donc un unique ensemble, B de X, caractérisé par X appartient à A et P de X. Donc
Donc ça veut dire x appartient à A et x différent de x. B n'a pas d'élément, car si x appartenait à B, on aurait x différent de x, ce qui est faux. Donc on a l'implication P1, P2 qui est vrai et P2 qui est faux, donc P1 est faux. Donc quel que soit x, x n'appartient pas à B. Il n'y a pas d'élément. Supposons qu'il y a un autre ensemble B' sans élément. X appartient à B', propriété P1, équivaut à x appartient à A et x différent de x, propriété P2. Pourquoi? L'équivalence est vraie parce que P1 est faux, il n'a pas d'élément, hein, donc x appartient à B' est faux, et puis P2 est faux aussi parce que x différent de x est faux. D'accord? Donc x appartient à B' équivaut à x appartient à B, c'est ça qui caractérise B. Donc B' égale B. Enfin, il est évident que x appartient à un vide qui est faux, hein, P1, équivaut à x différent de x, P2, hein, puisque ça c'est faux et que ça c'est faux. Donc en fait, l'ensemble vide est bien caractérisé par quel que soit x, x appartient à un vide équivaut à x différent de vide. X différent de x. Pardon. Quel que soit l'ensemble A, vide est inclus dans A et vide appartient à P de A. A est inclus dans vide implique que A est égal à vide. Démonstration. T appartient à vide est faux. Donc T appartient à vide implique T appartient à A est vrai. Donc vide est inclus dans A. Supposons que A soit inclus dans vide. T appartient à A implique que T appartient à vide. Et ça c'est faux, alors que l'implication est vraie. Donc T appartient à A est faux. Donc quel que soit T, T n'appartient pas à A. Ce qui veut dire que A est vide. Hein, est égal à vide parce qu'il y a unicité du vide. C'est le seul, il n'y a qu'un ensemble qui n'a pas d'élément. Remarque que vide est inclus dans vide, vide est la seule partie de vide et vide est le seul élément de P de vide. Notation, P de vide est égal à un singleton contenant vide. C'est-à-dire que le seul élément de P de vide, c'est vide. Démonstration, vide appartient à P de vide, et si A appartient à P de vide, alors A est inclus dans vide, donc A est égal à vide. Pour tout ensemble A, il existe un unique élément B, ensemble B ayant A pour seul élément, on le note comme ça, singleton A. Démonstration, on considère la collection EXY qui dit que X est égal à vide et Y égale A, elle est fonctionnelle parce que si on a EXY et EXY', on a Y égale A, Y' égale A, donc Y égale Y'. Donc la collection des Y vérifiant il existe X appartenant à vide et EXY est un ensemble B. Donc Y appartient à B équivaut à il existe X appartenant à vide, c'est-à-dire que il existe x égale vide. Bon, oui, d'accord, il existe x égale vide. Et donc, ça revient, ça équivaut à dire que E de vide et y est vrai. Et ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que y est égal à A. Le vide est égal à vide. Donc, A est le seul élément de B, puisque y appartient à B équivaut à y est égal à A. Et si B' existe, y' appartient à B' équivaut à y est égal à y', non, y est égal à A, c'est ça, ce qui équivaut à y appartient à B, donc B' est égal à B, soit à l'ensemble A, les parties du singleton A sont vides et le singleton A. Elles sont différentes et ce sont les seules. Donc P de A, l'ensemble des parties du singleton A, c'est vide et le singleton A. Démonstration, on a vu que quel que soit un ensemble X, vide appartient à P de X et X aussi. Donc ici, X égale singleton A, donc vide appartient à P de A, et A appartient, singleton A appartient à P de singleton A. On peut dire P de A. Singleton A est différent de vide car A appartient à A alors que A n'appartient pas à vide. Donc ils sont bien différents. D'accord? Alors maintenant, si B appartient à P de A, alors soit B est égal à vide, donc on retombe sur celui-là, soit B est différent de vide. Si B est différent de vide, il existe T appartenant à B, mais comme B est inclus dans A, T appartient à A. Le seul élément de singleton A, c'est A qu'on a vu. Donc T appartient à B implique que T est égal à A. Donc le seul élément de B est A. Donc B est égal à A. Parce
que c'est le seul ensemble qui contient que A. Donc vide et A, enfin singleton A, sont les seules parties de singleton A, tout le résultat. Alors si on prend A égale vide, ben, les parties du singleton vide, c'est vide et le singleton qui contient vide. Et je rappelle, d'après ce qu'on a dit avant, parce que ça s'applique aussi à l'ensemble vide, que ça, c'est pas la même chose que ça. Hein, d'accord, ça ne contient pas d'éléments, celui-là, il contient un élément. P de vide est donc égal à vide. Alors vide, souvent on l'appelle 0, c'est comme ça qu'on construit l'ensemble des entiers naturels. Et P de vide, ben, on l'appelle 1. D'accord, voilà. Soit deux ensembles A et B, il existe un unique ensemble dont les éléments sont exactement A et B. Si A égale B, ben c'est évidemment celui-là. Si A est différent de B, on le note comme ça. Démonstration considère l'énoncé EXY égale, qui dit X égale vide et Y égale A, ou X égale singleton vide et Y égale B. Il est fonctionnel car si EXY et EXY', ben, on a en fait ces quatre cas-là à distinguer. D'accord ? Alors ces cas-là sont impossibles parce que X ne peut pas être égal à vide et à ça. D'accord ? Et pour les autres, on a Y égale A, Y' égale A, donc Y' égale Y, Y égale B, Y' égale B, donc Y' égale Y. Donc Y' égale Y, E est fonctionnel. Alors la collection CY, qui dit qu'il existe X appartenant à ça, et, parce que ça on en a déjà parlé, et XY est un ensemble. Y appartient à C équivaut donc à ça, ou à ça. Donc ça équivaut à dire X égale vide et E vide Y, ben E vide Y, c'est Y égale A. D'accord ? Et où X égale ça, et E de ça Y. Ben ça c'est Y égale B. Donc en fait, le X là sert à rien, ça équivaut à dire Y égale A ou Y égale B. Donc A et B sont les seuls éléments de C. Supposons que C', qu'un autre ensemble C' aurait que A et B comme éléments, eh bien on reprend les équivalences à l'envers. Donc on va dire Y appartient à C' équivaut à ça. Toutes les équivalences à l'envers, on aboutit à Y appartient à C. Donc C' égale C. Voilà. Soit trois ensembles A, X, Y. Si X appartient à A, alors le singleton X est inclus dans A. Donc le singleton X appartient à P de A. Ça c'est facile à démontrer parce que si T appartient au singleton X, alors T est égal à X. Donc T appartient à A puisque X appartient à A. Donc T appartient à ça implique que T appartient à ça. Ça veut dire que le singleton X est inclus dans A. Donc que c'est une partie de A. Dès qu'un ensemble est inclus dans un autre ensemble, c'est une partie de l'autre ensemble. Et si X est différent de Y, X appartient à A et Y appartient à A, ça implique ça et ça. C'est la même démonstration. T appartient à XY, ben, il n'y a que deux éléments dans cet ensemble, donc c'est T égale X ou T égale Y. Donc on aura donc T qui appartient à A, donc ça, puisque X et Y appartiennent à X appartient à A et Y appartient à A. Donc on aura ça, et donc on a bien ça. Remarque que si A et B sont deux ensembles égaux, A égale B, on convient d'écrire ça. Parce que ça, on l'a défini pour des éléments distincts. Donc on convient que si A est égal à B, on peut écrire ça. Réunion A union B de deux ensembles AB, c'est la réunion des éléments de l'ensemble X égale à B. Alors, dire ça, ça équivaut à dire ça, on va le démontrer. Et donc A union B, c'est l'ensemble des T appartenant à A ou T appartenant à B. Démonstration. Dire, alors A union B, c'est l'union des X. Donc dire que T appartient à ça, ça équivaut à dire qu'il existe X appartenant à grand X tel que T appartient à X. Les éléments de grand X, c'est A et B. Donc ça équivaut à dire que T appartient à A ou T appartient à B, terminé. Trois ensembles ABC, alors A union A égale A, union B égale B union A, et on a ça, transitivité, et A union vide égale A. Bon, 1 et 2 sont évidents, je ne les fais pas. C'est avec des ou, moi. C'est évident. Hein. T appartient à A ou T appartient à A, c'est T appartient à A. T appartient à A ou T appartient à B, c'est pareil que T appartient à B ou T appartient à A. Puis pour celui-là, ben, T appartient à A union B
union C, ça équivaut à T appartient à A union B ou T appartient à C. Donc ça, ou T appartient à ça, et donc ça, évident. T appartient à A union vide, ça équivaut à T appartient à A ou T appartient à vide, mais ça c'est impossible. Donc ça équivaut à T appartient à A, donc ça. AB deux ensembles, A différent de B. Alors, A appartient à B, le singleton A est inclus dans AB, cette réunion fait AB, et l'ensemble des parties de AB, c'est l'ensemble formé de vide A, B, AB. Bon, ce sont les seules parties de AB. Voilà. Il n'y en a pas d'autres, il y en a 4. Démonstration. Pour la 1, c'est évident, par définition de AB, hein, ensemble dont les éléments sont A et B. Et donc, si T appartient à A, ben, T est égal à A, qui appartient donc à AB, donc ça est inclus dans ça. C'est pareil, on aurait singleton B aussi qui est inclus dans ça. Voilà. B appartient à... Alors, B appartient à AB et B n'appartient pas à A. D'accord? Parce que B est différent de A. Donc, j'en déduis que A et AB, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, ça veut dire que A, il est strictement inclus dans AB. Voilà. Il est strictement inclus dans AB. Petit 3, T appartient à singleton A union singleton B. Bah, ça équivaut à T appartient à ça, ou T appartient à ça, donc T égale A ou T égale B, donc T appartient à ça. Donc, on a ça. Petit 4, bah, on sait déjà que vide, on sait déjà que ça c'est une partie de AB, ça aussi, et vide aussi. Bon, il faut montrer que ce sont les seuls. Supposons X appartenant à P de AB, donc X est inclus dans AB. Donc si X est différent du vide, alors T appartient à X implique que T égale A ou B. Donc dans X, on va trouver soit que A, soit que B, soit AB. Voilà. Alors en plus, il y a l'ensemble vide, donc on a bien le résultat. Deux ensembles A et B. Alors A est inclus dans A union B. On a l'égalité si et seulement si B est inclus dans A. B n'est pas inclus dans A implique que A est inclus strictement dans A union B. Démonstration pour la première, c'est évident. T appartient à A implique que ça, implique que T appartient à A union B. Donc on a bien ça. Supposons que A soit égal à A union B. Alors, si je prends T appartient à B, il appartient à T à A union B, donc il appartient à A, puisque A union B égale A, donc B est inclus dans A. Réciproquement, on sait que déjà que A est inclus dans A union B. Supposons que T appartienne à A union B. Alors T va appartenir à A ou T appartient à B. Mais si T appartient à B, comme B est inclus dans A, il va appartenir à A. Donc dans les deux cas, T appartient à A. Donc ça veut dire que A union B, ça veut dire ça. D'accord? Donc A union B est inclus dans A. Et comme on avait déjà A inclus dans A union B, on a l'égalité. Enfin, si B n'est pas inclus dans A, il existe T qui appartient à B qui n'appartient pas à A. Donc T n'appartient pas à A. Et comme T appartient à B, il appartient à A union B. Mais il n'appartient pas à A. D'accord? Donc ça veut dire que A est bien différent de A union B. Puisqu'il y a un élément qui appartient à l'un et qui n'appartient pas à l'autre. A, B non vide et A différent de B, alors X appartient à A et Y appartient à B, implique qu'on a ces inclusions-là, et donc ça appartient à P de A union B, et ça aussi, démonstration, c'est évident, hein, parce que ça, on l'a déjà vu, si T appartient à X, Y, alors T égale X, bah, à ce moment-là, il appartient à A, ou T égale Y, à ce moment-là, il appartient à B, donc T appartient à A union B. Donc ça, c'est inclus dans A union B. D'accord? Donc, comme le X, lui, est inclus dans ça, j'ai bien ces deux inclusions. Voilà. Et ça me dit donc que X est une partie de A union B, et que ça, c'est aussi une partie de A union B. D'accord? Donc tous les deux sont des parties de A union B.
Intersection de deux ensembles A et B. Il existe un unique ensemble C dont les éléments sont exactement ceux de A et B. On le note comme ça. T appartient à A inter B, c'est comme ça qu'on l'appelle, équivaut à T appartient à A et T appartient à B. A inter B, c'est la collection des T vérifiant E de T. De plus, A inter B est inclus dans A inter B est inclus dans B. Alors, la démonstration, c'est le théorème de séparation. Il existe un unique ensemble D défini par T appartient à A et E de T. Donc, T appartient à D équivaut à ça. On peut supprimer un des T appartient à A. Et donc, c'est la collection C, ce qui veut dire que C est bien un ensemble. Il n'y en a pas d'autre, parce que si on suppose C', on va avoir cette équivalence-là, donc qui équivaut à dire que T appartient à C, donc C' est égal à C, d'après l'axiome d'extensionnalité. De plus, T appartient à C implique que T appartient à A, donc C est inclus dans A, et de même, C est inclus dans B. Si on a trois ensembles A, B, C, alors on a A inter vide égale vide, A inter A égale A, inter B égale B inter A, et A inter B inter C égale A inter B inter C. Là, ça c'est un ensemble, donc l'intersection est un ensemble. Ça c'est un ensemble, donc l'intersection est un ensemble. En fait, ça va être le même. Pour le premier, T appartient à A est vide, donc T appartient à vide, ce qui est faux. Donc A inter vide est égal à vide. J'aurais pu dire que A inter vide est inclus dans vide, donc il est vide. 2 et 3 sont évidents. Et pour l'autre, c'est des... T appartient à A, inter B inter C, ça équivaut à T appartient à A et T appartient à B inter C. Donc ça veut dire que T appartient à A et à B et à C, puis on change l'ordre là, et on a le résultat. Partition d'un ensemble, on a deux ensembles A et B, forment une partition d'un ensemble C, si A différent de vide, B différent de vide, A inter B égale vide, et A union B égale C. Comme A et B sont des ensembles, c'est évident que C est un ensemble. Donc ici d'ailleurs, on voit au passage que A est inclus dans C, donc A va être inclus dans A union B, et B va être inclus dans A union B. D'accord ? Exemple, deux ensembles A et B vérifiant A différent de B, les deux singletons forment une partition de AB. En effet, chacun est non vide, puisque A appartient à A, de même pour B, et puis T appartient à l'intersection des deux, ça veut dire T égale A et B, ce qui est impossible parce que A est différent de B. Donc, l'intersection est vide. Et puis enfin, T appartient à la réunion, ça équivaut à T appartient à A ou à B, et donc T égale A ou B, et donc T appartient à l'ensemble formé des éléments AB. Donc, on a bien la réunion. Différence, deux ensembles A et B, alors il existe un unique ensemble C dont les éléments sont exactement ceux de A qui ne sont pas dans B. Notation A privé de B, A moins B. T appartient à A moins B équivaut à T appartient à A et T appartient pas à B. Donc c'est l'ensemble, c'est la collection des T, T appartenant à A et T n'appartient pas à B, que j'appelle E de T. D'après le théorème de séparation, cette collection vérifiant T appartient à A et E de T, la collection C, est un ensemble. Donc T appartient à C équivaut à T appartient à A et T appartient à A et T n'appartient pas à B. Donc ça équivaut à ça. Voilà, c'est terminé, je démontré ça. Supposons qu'on ait C', T appartient à C' équivaut à T appartient à A et T n'appartient pas à B, donc équivaut à T appartient à C. Et donc C' est égal à C d'après l'axiome d'extensionnalité. Quel que soit l'ensemble A privé de vide égale A, vide privé de A égale vide, A privé de A est égal à vide. Démonstration si T appartient à A privé de vide, T appartient à A et T n'appartient pas à vide. Ça c'est toujours vrai. Donc ça équivaut à T appartient à A, d'où l'égalité. T, alors, vide moins A. De toute façon, vide moins A, il est inclus dans vide, donc il est égal à vide. Mais on peut dire T appartient à vide moins A, équivaut à T appartient à vide et T n'appartient pas à A. Et T appartient à vide, c'est impossible. D'accord ? Donc, vide moins A est égal à vide. T appartient à A moins A, ça équivaut à T appartient à A et T n'appartient pas à A. Donc ça, c'est impossible. Donc, A moins A est égal à vide. On a deux ensembles A et B. Et on a donc, il faut démontrer les équivalences. A privé de B égale vide,
A est inclus dans B, A inter B égale A. Ben, A n'est pas inclus dans B, ça équivaut à dire qu'il existe T appartenant à A qui n'appartient pas à B. Donc il existe T appartenant à A moins B, donc A moins B est différent du vide. La négation de ça est équivalente à la négation de ça. Donc on a bien cette équivalence. D'accord? Maintenant, A inter B, ben, on sait que c'est inclus dans A. Ça va être égal à A si et seulement si A est inclus dans A inter B. Ce qui équivaut à dire que T appartient à A implique que T appartient à A et à B. Donc ça équivaut à dire que T appartient à A implique T appartient à B. Donc ça équivaut à dire que A est inclus dans B. Donc on a bien ça. Deux ensembles AB tels que A inter B est différent du vide et A n'est pas inclus dans B. Alors A inter B, A moins B forment une partition de A. Là. A inter B c'est bien inclus dans A et A inter B est non vide. A moins B c'est inclus dans A et A moins B différent du vide parce que A n'est pas inclus dans B. Soit un ensemble T et là T appartient à A. Ça équivaut à T appartient à A et T appartient à B, ou T appartient à A et T n'appartient pas à B. Donc ça équivaut à T appartient à A inter B, ou T appartient à A moins B, donc ça équivaut à T appartient à l'union. Donc A est égal à A inter B union A moins B. Ça se voit là, hein. A inter B, l'union, non c'est A, pardon. Là c'était A n'est pas inclus dans B, enfin c'est pareil, hein. A inter B et A moins B forment une partition de A. Ben, ça se voit parce que A il est là j'ai A inter B, et puis là j'ai A moins B. Ça se voit sur le dessin. Bon, T, alors maintenant il faut vérifier quand même que l'intersection est non vide. T appartient à A inter B et intersection, non, T appartient à A inter B inter A moins B. Ça implique que T appartient à B et que T n'appartient pas à B, ce qui est impossible. Donc l'intersection est vide, donc on a bien une partition. Cas particulier, deux ensembles A et B, tels que A différent du vide et A inclus dans B, et B moins A différent du vide. Alors A et B moins A forment une partition de B. D'accord. Bon, là on est dans la situation où A est inclus dans B. Donc on voit bien que A et B moins A forment une partition de B. Démonstration, A est inclus dans B, B moins A est inclus dans B, A différent du vide et B moins A différent du vide. Bon, ça c'est déjà bien. Dire que T appartient à B, ça équivaut à dire que T appartient à B et T appartient à A, ou T appartient à B et T n'appartient pas à A. Donc ça équivaut à dire que, alors, puisque A est inclus dans B, dire T appartient à B et T appartient à A, c'est pareil que dire que T appartient à A, ou T appartient à B moins A. Donc B est égal à A union B moins A. Maintenant, si T appartient à A et T appartient à B moins A, il appartient à A et là il n'appartient pas à A, c'est impossible, donc l'intersection est égale à vide, d'où la partition. Et une troisième propriété, elles sont presque toutes identiques à ces propriétés. On a deux ensembles A et B tels que A différent du vide et B n'est pas inclus dans A. Alors A et B moins A forment une partition de A union B. A et B moins A forment une partition de A union B. Démonstration, A est inclus dans A union B, B moins A est inclus dans B, donc dans A union B, puisque B est inclus dans A union B. B n'est pas inclus dans A, donc B moins A est différent du vide, et puis on a supposé A différent du vide. Tout est bon. T appartient à A union B, soit T appartient à A, soit T n'appartient pas à A. Et alors il appartient à B. D'accord? Puisqu'il appartient à A union B. Donc dans ce cas-là, il appartient à B moins A. Donc T appartient à A union B moins A. Ok? Donc ça veut dire que A union B est inclus dans A union B moins A. Mais A est inclus dans A union B. Et B moins A qui est inclus dans B va être inclus dans A union B. Donc en fait, on a l'autre inclusion. Donc on a l'égalité. Maintenant, si T appartient à l'intersection de ces deux-là, c'est classique comme tout à l'heure. T appartient à A et ici T n'appartient pas à A, c'est impossible. Donc l'intersection est vide. Donc on a bien une partition.